Merci d'avoir choisi le Morning et i24 News pour vous informer. Bonjour, bon réveil à tous. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité en direct depuis Tel Aviv et on démarre par les grands titres des journaux de la presse arabe et israélienne ce matin. Cyril Amar, bonjour. On démarre par les journaux israéliens qui reviennent largement ce matin sur ce rapport accablant du contrôleur de l'État. De plus en plus d'Israéliens souffrent de sous-alimentation. Oui, Barbara, dans la nation start-up, visiblement, tout le monde ne mange pas à sa faim. Vous allez le voir, le tableau est loin d'être gai. Près de 900 000 Israéliens, dont 300 000 enfants, souffrent dans ce pays de sous-alimentation. Ne pas manger pendant toute une journée ou sauter un repas quotidien, telle est la triste réalité de l'insécurité alimentaire dans laquelle sont plongées des dizaines de milliers de familles israéliennes, comme celle que vous voyez ici en une du Yediot Aharonot. Sans l'aide des associations, nous dit cette famille, eh bien, nous serions tout simplement dans la rue. La société israélienne qui ne s'occupe pas de ses pauvres, c'est le titre ce matin du quotidien libéral Haaretz, qui publie de larges extraits du rapport de Yosef Shapira, le contrôleur de l'État, le contrôleur qui fustige l'inaction des pouvoirs publics, qui tense l'absence de politique sociale du gouvernement israélien. Les ministères compétents, dit-il, manquent à leur devoir. Peut-on encore lire dans le document, ils préfèrent trop souvent laisser faire les associations d'aide alimentaire. Le journal de gauche qui nous gratifie également de cette infographie où l'on apprend que Jérusalem et la Galilée sont les régions les plus touchées par ce fléau et que l'insécurité alimentaire touche particulièrement les Arabes israéliens mais également les mères isolées. Et notre invité ce matin, c'est Dan Katarivas. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, président des relations internationales de l'Union des industriels israéliens. C'est le gouvernement qui est responsable de cette situation calamiteuse ? Je pense qu'effectivement, il y a là, je dirais, un bilan qui n'est certainement pas, positif. Et c'est une question de politique gouvernementale qui, depuis quelques années, effectivement, a un petit peu changé de cap. Ce qu'on appelle l'ultralibéralisme et le fait que l'État, en fait, s'est retiré de certaines de ses fonctions de garantir, je dirais, un minimum pour une partie de la population qui est une population plus faible. Et je pense qu'effectivement, il y a là, nécessité de rectifier le tir. Et je pense que le sujet, justement, est un sujet qui nous inquiète nous-mêmes en tant que, industriels. Les écarts dans la société israélienne sont certainement quelque chose qui inquiète. Une société qui veut être une société solide, forte, doit aussi être équilibrée. Et comme le disait votre collègue, effectivement, cette start-up nation, peut-être que la richesse ne se distribue pas d'une façon égalitaire. On parle beaucoup de croissance israélienne ces dernières années, des bons chiffres de l'économie israélienne. Comment on redistribue cette croissance ? Voilà. Alors tout à fait, la question qui se pose, c'est une question politique. Comment on fait la redistribution de cette richesse ? Tout ça touche par exemple à la politique fiscale, l'imposition des impôts, comment on distribue et quel est le rôle de l'État. Nous voyons d'ailleurs que ce n'est pas seulement en Israël, dans d'autres pays occidentaux, on se pose exactement la même question, à savoir quel est le rôle que l'État a à jouer. Est-ce que c'est par justement, faire baisser les impôts et laisser plus, au secteur privé et à l'initiative privée la possibilité de croissance, ou au contraire, est-ce qu'il faut garantir un certain minimum et l'État a une responsabilité pour garantir un certain minimum ? Tant que Netanyahou est au pouvoir, ça n'arrivera pas ? Je pense que Netanyahou a fait déjà une partie, a fait un chemin. Il en est revenu d'une politique ultra-libérale quand il était ministre des Finances en 2003. Ce n'est pas encore un socialiste, Netanyahou, rassurez-moi. Non, de loin de là. Mais je pense que le néolibéralisme, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, là aussi, il y a dans le monde entier, le monde occidental, on se pose des questions sur le rôle de l'État. Et en Israël, je pense qu'également, il faut rectifier le tir. Et ces bilans sont certainement pas, à l'honneur de l'État d'Israël. Restez avec nous, Dan Katarivas. On reparle avec vous dans un instant du processus de paix et des menaces de sanctions qui planent sur les Palestiniens. Cyril, on revient à vous. La presse israélienne qui se fait également l'écho ce matin des propos pour le moins ambitieux du ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman. Il a dit quoi encore, Lieberman ? Sans doute de la suite dans les idées, Avigdor Lieberman, le chef de la diplomatie israélienne, moins de 24 heures après avoir déclaré qu'il préférait un scrutin anticipé à la libération de prisonniers palestiniens. Eh bien, Lieberman est un homme libre, comme son nom l'indique, et il a déclaré qu'il pourrait y avoir bientôt un Premier ministre russophone en Israël. À bon entendeur, salut, il était à Brooklyn devant un parterre de juifs russophones et Lieberman l'a dit clairement, il n'y a qu'en Israël qu'un jeune immigré russe comme moi peut devenir en moins de 20 ans ministre des Affaires étrangères. Le jour viendra, a-t-il dit, où il y aura un ministre de la Défense russophone, un président russophone et bientôt évidemment un Premier ministre russophone. Donc après tout, Lieberman peut dire ce qu'il veut, c'est un homme libre comme son nom l'indique. Voilà, et il y croit, il prépare le terrain, Lieberman.
Direction la Syrie à présent. Cyril, c'est un quotidien panarabe qui révèle l'information. Il cite un haut responsable israélien. Assad aurait réutilisé des armes chimiques contre les rebelles. Oui, ce journal panarabe, c'est le Al-Quds Al-Arabi, la Jérusalem arabe, l'un des plus grands quotidiens panarabes édités à Londres. Et selon ce quotidien précisément, ces armes chimiques, qui ne font pas partie de l'arsenal que le régime syrien s'est engagé à démanteler, Assad les aurait utilisées à 2 reprises. C'était à Damas, il y a 10 jours, contre des rebelles. Des armes non létales qui visent à neutraliser les rebelles dans le quartier de la Kharasta de Damas. Les propos du haut gradé israélien qui viennent corroborer ces déclarations des opposants syriens qui ont soutenu que le mois dernier, des loyalistes du président syrien Bachar al-Assad avaient utilisé des agents chimiques dans des attaques donc à 2 reprises. Voilà pour la Syrie, on en reparlera dans cette édition. On prend la direction de l'Égypte à présent où le calme semble être revenu dans le sud du pays après les affrontements sanglants ce week-end. Oui, c'est une information qui est un peu passée inaperçue, mais pas en Égypte où elle fait la une de tous les quotidiens que ce matin. Le gouvernorat de la province d'Assouan, à l'extrême sud de l'Égypte, est parvenu à apaiser les esprits en obtenant une trêve de 3 jours entre les tribus d'Aboudiyeh et de Beni Helal, une trêve entrée en vigueur hier à l'issue des affrontements qui se sont poursuivis durant 3 jours et qui ont fait ce week-end 25 morts et plus de 40 blessés. Alors vous me direz quel est le motif de ces affrontements ? Les heurts avaient éclaté lorsqu'un homme d'un des 2 clans avait fait des avances à caractère sexuel à une femme du camp opposé. Voilà, les esprits échaudés. Le calme qui est revenu dans la région sud de l'Égypte. On termine avec un peu de littérature, Cyril, où quand les espions de la CIA ont plus d'imagination que les meilleurs auteurs de fiction. Oui, est-ce que Boris Pasternak avait conscience qu'au plus chaud de la guerre froide, la CIA s'était emparée de son roman, Le Docteur Jivago, vous vous en souvenez, et pour tenter de semer la zizanie dans l'ex-URSS. Le livre, qui avait été adapté au cinéma avec Omar Sharif, que l'on voit ici sur cette image, brossait un tableau du passage de l'Empire russe à l'Union des républiques socialistes soviétiques et décrit la terrible guerre civile russe qui avait martyrisé sa population. Une fresque rêvée pour les Américains. De nouveaux documents déclassifiés de la CIA publiés par le Washington Post et repris ce matin par le quotidien israélien Yediot Ahronot montrent le rôle de l'agence américaine de renseignement dans l'impression mais aussi dans la diffusion du roman de l'écrivain soviétique Boris Pasternak. Le Kremlin avait fait interdire le roman en 1958 et ce sont les services de renseignement britanniques qui avaient les premiers reconnu l'importance de l'ouvrage en tant qu'instrument de propagande pour affaiblir le régime communiste. Donc vous voyez, quelquefois le succès d'un livre peut être dû à des circonstances parfois qui dépassent les intentions de l'écrivain. Voilà, c'est prouvé. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve tout à l'heure, on parlera de l'Iran. Exactement. Mardi 8 avril, vous êtes sur i24 News. Bonjour, mon réveil, voici les grands titres de l'actualité. Prudent mais optimiste, Washington a fait savoir cette nuit, après une nouvelle réunion entre négociateurs israéliens et palestiniens, que le fossé existe toujours, mais que les partis cherchent à le réduire. Une source palestinienne a fait savoir que Ramallah serait prêt à prolonger les négociations, mais pas à n'importe quel prix. Et puis à noter l'ouverture ce mardi d'un nouveau cycle de négociations sur le nucléaire entre l'Iran et les 6 grandes puissances. La réunion se tient à Vienne et Téhéran souhaite conclure les discussions afin de démarrer à rédiger un accord final sur son programme nucléaire dès le mois prochain. Et puis après une nuit de vives tensions, l'Ukraine reste confrontée ce matin à une menace de sécession de ces zones russophones. Hier, je vous rappelle que des militants pro-russes ont proclamé une république souveraine à Donetsk. Cette nuit, Washington a enjoint Poutine de cesser de déstabiliser l'Ukraine et a menacé Moscou de nouvelles sanctions. Voilà, on reparle ce matin des négociations israélo-palestiniennes qui semblent toujours au point mort, malgré ce vent d'optimisme venu de Washington. Et on s'arrête ce matin sur l'une des conséquences possibles de cette crise de confiance entre Israéliens et Palestiniens. Ce sont des menaces de sanctions que fait planer Israël sur les Palestiniens. On en parle avec vous, Dan Katarivas. Je rappelle que vous êtes économiste, président des relations internationales de l'Union des industriels israéliens. Alors la Knesset s'est réunie hier pour évoquer ces fameuses sanctions contre les Palestiniens. Alors des sanctions, pourquoi et comment ? Écoutez, je pense qu'il y a une très grande dépendance de l'économie palestinienne vis-à-vis de l'économie israélienne. Je pense que peut-être pour certains hommes politiques, se servir de l'arme économique est quelque chose de légitime dans le cadre, je dirais, d'un conflit qui dure malheureusement depuis tellement d'années. Donc peut-être que certaines personnes pensent... C'est pas frappé en dessous de la ceinture de la part d'Israël de sanctionner les Palestiniens. Voilà, les négociations n'avancent pas, c'est les règles du jeu.
Ok, donc comme vous disiez, il y a des règles du jeu. Je ne sais pas si on sait vraiment quelles sont les règles du jeu dans la région, puisque tout est permis apparemment. Et donc, des éléments du côté gouvernemental israélien sont tout à fait, je dirais, en mesure de prendre ce genre de mesures. Dans quelle mesure est-ce que là, ça va être efficace? Dans quelle mesure est-ce que cela fait avancer, je dirais, la relation entre nous et les Palestiniens? Je pense qu'au contraire, venant justement du domaine économique, je pense que le plus de relations économiques nous louons avec les Palestiniens, le plus nous créons un climat de confiance entre, je dirais, le secteur privé palestinien, israélien, la population israélienne palestinienne. Je pense que justement, il faut créer des climats de confiance, et je ne pense pas qu'effectivement des mesures économiques sont nécessairement le bon moyen. À saboter ce climat de confiance dans sa seule réaction qu'il a eue depuis le début de cette crise, Netanyahou dit qu'il répondra par des mesures unilatérales. Aux mesures unilatérales compris les Palestiniens, ça veut dire quoi? Ça peut être, par exemple, je pense que l'ancien Premier ministre Olmert, par exemple, avait une politique justement de mesures unilatérales. Ça peut être désigner où passe la frontière et avoir un retrait unilatéral, comme ça s'est passé à Gaza. Ou au contraire, annexer unilatéralement des territoires. Ça peut être. Mais je pense que justement, la dimension économique devrait être séparée peut-être justement de la dimension politique. C'est ce que nous prônons d'ailleurs dans le monde entier, en disant ok, on peut avoir des désaccords politiques, mais on peut très bien continuer à avoir des relations économiques et essayer justement de voir le jour d'après, puisque éventuellement, je l'espère, on arrivera un jour... Je comprends votre volonté d'optimisme, votre souhait que les choses s'arrangent, que les liens économiques se tissent. Mais parlons tout de même concrètement de cette menace de sanctions. Une des cartes qu'Israël a toujours eues dans ses mains, c'est geler les taxes qu'il récolte au profit de l'autorité palestinienne. De quoi il s'agit? D'abord, expliquez-nous. Alors, tout d'abord, il s'agit du fait qu'en fait, d'après les accords de Paris, qui sont les accords économiques entre nous et l'autorité palestinienne, en fait, Israël, je dirais, puisque tous les produits qui sont destinés à la Palestine et qui passent par les ports israéliens sont taxés de droits de douane. Ces droits de douane sont récoltés par les douaniers israéliens, ne sont pas de l'argent israélien, sont de l'argent qui appartient aux Palestiniens et donc sont transférés à l'autorité palestinienne. Il y a eu certainement à certaines reprises, vu des attaques terroristes contre Israël, qu'à l'époque, je pense que c'était le ministre des Finances, M. Neheman, qui avait décidé, comme rétaliation aux activités terroristes ou aux assassinats palestiniens au milieu de Tel Aviv, de stopper ce transfert d'argent. Je pense qu'une fois de plus, c'est se servir d'une arme économique qui peut, dans certains cas, être légitime, mais là, on reparle peut-être d'essayer d'arrêter ce transfert d'argent qui, finalement, est de l'argent palestinien d'après les accords. Maintenant, la question est de savoir quelle est la finalité à laquelle on veut arriver. Je ne pense pas que c'est dans l'intérêt israélien de mettre à genoux l'économie palestinienne. Pourtant, les ministres israéliens ont menacé les Palestiniens. Il y a certains ministres israéliens qui ont une certaine position, qui pensent que peut-être par le biais de l'arme économique, ils arriveront peut-être à mettre, je dirais, à genoux l'autorité palestinienne. Je pense que... Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces ministres israéliens, certains, le Premier ministre en fait partie, il l'a menacé, ne veulent pas créer ce climat de confiance, faire avancer les négociations? Je pense qu'il y a certainement, je dirais, ou créer, ou faire comprendre, je dirais, aux Palestiniens que cette dépendance qu'il y a, où je pense qu'ils sont très dépendants de l'économie israélienne, et qu'il y a un prix à payer dans la mesure où on n'avance pas dans le chemin de la paix. Alors soyons très concrets, si Israël le décide, est-ce que l'autorité palestinienne peut, du jour au lendemain, s'écrouler économiquement? Je ne pense pas. Il y a aujourd'hui un système qui est mis sur pied de ce qu'on appelle les pays donateurs, qui d'ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moins de pays donateurs qui sont prêts, qui ont eux aussi également menacé. Mais je pense qu'une fois de plus, il faut se poser la question sur la finalité. Je pense qu'en Israël, on est tout à fait conscient du fait qu'on ne veut pas retourner à la situation où l'économie palestinienne, où les territoires palestiniens sont tout à fait dépendants économiquement d'Israël. Je ne pense pas. Pour personne. Pardon ? Ce n'est bon pour personne. Ce n'est bon pour personne. Je pense que même ces ministres israéliens peuvent peut-être faire des déclarations qui sont peut-être certaines sont certaines populistes, mais je ne pense pas que vraiment le gouvernement israélien veut reprendre la responsabilité de l'éducation, des services sociaux, des infrastructures dans l'autorité palestinienne. Il y a une indépendance aujourd'hui. Pardon ? Il y a une indépendance. Il y a aujourd'hui certaines responsabilités qui sont justement l'autorité palestinienne est responsable de fournir ce genre de services à sa population. Et si malheureusement
malheureusement Israël prend des mesures qui vont, je dirais, démanteler l'autorité palestinienne, cela voudra dire qu'Israël redevient responsable et va redevoir prendre sur elle le prix de, je dirais, de tous ces services qui aujourd'hui sont garantis par l'autorité palestinienne. Et quand on chiffre, je dirais, l'argent que ça peut coûter à l'économie israélienne, je pense que on n'est pas, personne en Israël ne veut rajouter, je dirais, ce fardeau budgétaire au budget israélien. Est-ce qu'Israël, si ces négociations n'avancent pas, doit elle aussi craindre des sanctions de la part des Américains, par exemple? Je ne pense pas qu'on parle de sanctions. Et je pense que les leaders en Europe et même aux États-Unis ont été très clairs. Il n'est pas du tout question de sanctions contre Israël. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la politique israélienne, en l'occurrence, par exemple, les exportations très minimes de produits en provenant des territoires sous contrôle israélien, mais même Madame Ashton, qui n'est pas connue pour sa position pro-israélienne, tout à fait, a bien, je dirais, a bien proclamé qu'il n'était pas du tout question de sanctions israéliennes, de sanctions économiques contre Israël. Merci beaucoup, Dan Katarivas, d'avoir été avec nous ce matin. À venir, après un nouveau journal, on parle de ces vives tensions qui secouent l'Ukraine et ses menaces sécessionnistes ce matin. D'être avec nous sur le plateau du Morning. On poursuit cette édition avec l'édito du jour. Comme tous les matins, il est signé par vous, Boaz Bismuth. Bonjour. Bonjour Barbara. Alors ce matin, vous avez décidé de nous parler de Bachar al-Assad, qui se veut on ne peut plus clair. Un peu plus clair. Alors bonjour encore une fois Barbara, bonjour Betsabé. On va parler ce matin d'Assad et de Poutine, de la ressemblance. On va parler aujourd'hui un petit peu, comment dire, on cherche bien sûr la morale, mais on voit que ce qui marche un peu plus aujourd'hui, c'est ce qui est plus en vogue, c'est un peu le muscle. Et donc Assad le voit très bien, il le fait fonctionner depuis le 15 mars 2011 à Dara, dans la ville de Dara, pas loin de la frontière jordanienne. Et là, il peut se permettre, ce monsieur aujourd'hui, de déclarer à l'ancien Premier ministre russe qui vient le visiter, pas seulement lui déclarer, mais lui envoyer un message clair à Poutine. Je ne suis pas Viktor Yanukovych, donc je ne compte pas quitter le poste. On est très loin de ce Assad qui parlait d'élections et de la volonté du peuple, d'écouter la volonté du peuple syrien et peut-être un jour de quitter le pouvoir. On est très loin de ces jours. Alors, il faut savoir très bien que Assad et Poutine parlent un petit peu aujourd'hui, on va dire un petit peu le même langage. Pas étonnant, ce sont des amis. Alors, presque en parallèle, lorsque Assad envoie ce message très clair aux Russes, eh ben, les pro-russes, les russophiles de Crimée sont en train de faire, un deuxième achat, une deuxième tentative de capturer un territoire sans guerre. Alors là, après ce qu'on a vu en Crimée, on voit à peu près la même chose dans la grande ville importante de Donetsk, une ville bien sûr où il y a toute l'industrie lourde et très importante pour l'économie ukrainienne. On voit la même chose aussi qui va se faire à Kharkov, ou la ville de Kharkov, si vous préférez l'appeler comme certains le font. Et puis finalement, on voit cette OPA, encore une fois, faite par les Russes. Encore une fois, Poutine ne se salit pas les mains. Les pro-russes le font pour lui. Et finalement, c'est quoi la morale de cette histoire? Aussi bien en Ukraine, aussi bien en Russie. Si c'était, si vous voulez, pas un jeu d'échecs, trop vite, l'Occident, trop vite les Américains ont peut-être créé un échec. Mais finalement, le mat, ou l'échec mat, est plutôt du côté des méchants dans ces deux histoires que nous suivons aujourd'hui. Tout ça à cause des États-Unis? C'est un peu facile de le dire à chaque fois. Barbara, je lis dans vos pensées, c'est pour ça que vous m'invitez, je pense. Le mot facile, c'est ce que j'allais dire. Pour vous continuer à lire dans mes pensées. Le jour où je ne pourrais pas lire, je me trouverai là à la porte ou peut-être même dans la cuisine. Mais juste un mot. C'est trop facile, mais quand même, c'est pas parce que c'est trop facile qu'il ne faut pas aussi le faire un petit peu, et j'explique. Il est évident que toujours, bien sûr, le pouvoir et la force et le muscle fonctionnaient très bien, on peut le voir tout le long de l'histoire. Il est clair que le fort gagne. Il y a de très très rares cas dans l'histoire où, bien sûr, on a cette volonté justement du fort de céder. Mais c'est justement la volonté aujourd'hui de l'Occident. Si vous voulez, Obama, lorsqu'il gagne les élections, au moins il était honnête, c'était assez clair. Je me souviens, j'étais là dans son dernier discours à Manassas, la veille des élections, on parle de novembre 2008, lorsqu'il déclarait que l'Amérique avec lui, c'est pas l'Amérique de va-t-en-guerre, c'est pas l'Amérique qui va être toujours le leader, c'est l'Amérique qui va suivre. Et finalement, l'homme fort, ou l'État fort, si vous voulez, le policier de ce monde, a décidé d'aller, peut-être pas à la retraite, mais d'aller un petit peu se reposer pour 8 ans. Et donc, les autres voient très bien. Et en parallèle, nous avons d'un côté, regardez en parallèle, nous avons un Obama qui ne veut pas être policier, et nous avons un Poutine qui veut refaire de la Russie un grand général. Et ces deux choses fonctionnent très très bien. Et un Bachar al-Assad qui danse sur cette scène-là, laissée vide par les Américains. Je voudrais qu'on reparle d'une autre information syrienne. Elle provient d'une source israélienne qui déclare que Bachar al-Assad a continué, malgré tout, à utiliser des armes chimiques contre les rebelles ces dernières semaines. Regardez ce rappel des faits en images.
C'est une nouvelle provocation du régime de Bachar al-Assad. Une attaque à l'arme chimique aurait eu lieu le 27 mars dernier à Arasta, dans la banlieue de Damas. L'information a été dévoilée ce lundi par une source de la sécurité israélienne. Un site d'information syrien basé à New York fait notamment référence à la SAMS, un groupe de médecins syrio-américains présents en Syrie. Selon eux, 25 combattants auraient été blessés et probablement 4 tués pendant l'attaque du 27 mars dernier. Une attaque au gaz empoisonné, neurotoxique, gaz sarin ou gaz moutarde, des substances pas toujours mortelles mais extrêmement nocives. Parmi les symptômes, hallucinations, accélération du rythme cardiaque, troubles de la respiration ou encore suffocation. En août 2013, le régime de Bachar al-Assad avait lancé une offensive au gaz chimique sur des rebelles au nord de Damas. L'attaque avait tué pas moins de 1400 civils et provoqué de vives tensions sur la scène internationale. Les États-Unis avaient menacé de soutenir les rebelles syriens et de répondre par l'envoi de troupes armées. Ce n'est qu'après plusieurs semaines de négociations que la Russie est parvenue à arracher un accord fragile. La destruction de la majorité des centres de production de gaz chimique syriens en échange d'un retour au calme. Aujourd'hui, la question est donc de savoir si Bachar al-Assad enfreint cet accord. Selon Moshe Ya'alon, le ministre de la Défense israélien, la Syrie aurait déjà détruit 60% de son stock. En août dernier, le régime de Bachar al-Assad détenait encore le plus gros stock d'armes chimiques au monde. Alors cette information, pourquoi plus personne ne s'en émeut ? Alors d'abord, est-ce que ça surprend ? Ça peut surprendre que les Américains, que John Kerry, qui croyait vraiment que Assad va se démanteler de 100%. Et alors on parlait de 60% des armes chimiques. Alors les Américains y croient de la même façon que les Américains, en signant les accords de Genève avec les Iraniens, sont ceux qui croient aussi aux Iraniens. Et qui croient au processus de paix aussi. Mais ça tant mieux, il faut y croire. Il faut toujours y croire, même dans 1000 ans, lorsque ça sera un travail pour les archéologues, même pas les historiens. Mais je vais vous dire quelque chose concernant Assad. Écoutez, il faut que lorsque tout le monde, comme ça, a été choqué, à juste titre, le 21 août, souvenez-vous cet été, lorsqu'on a vu ces 1400 morts dans les banlieues de Damas, les Français étaient ceux qui ont révélé que 14 fois avant, déjà, Assad avait utilisé cette arme chimique. Donc ce n'était pas la première fois, ni le 21 août, ni s'il s'avère, parce que encore une fois, on n'a pas confirmation, si une deuxième fois maintenant, le 26 mars. Sauf que s'il s'avère que maintenant c'est vrai, le grand problème du monde est lequel ? Ça serait la première fois après le grand drame du 21 août, et ça serait la première fois après le soi-disant accord entre Lavrov et Kerry, dans lequel on a finalement accepté que Assad continue, à condition qu'il se démonte. Ça veut dire que la communauté internationale a les mains liées, ne peut plus agir contre Bachar al-Assad ? Souvenez-vous, la première question que vous m'avez posée aujourd'hui, est-ce qu'on peut accuser dans tout ? Ça serait trop facile d'accuser Obama. Alors maintenant, c'est moi qui va vous poser la question. S'il s'avère que Assad a réellement utilisé encore une fois l'arme chimique, est-ce que franchement, les Américains sont nets dans cette histoire ? Donc vous voyez, c'est un réel problème que nous vivons aujourd'hui. Encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas de policiers. L'erreur, elle a été initiale. Barack Obama qui décide de ne pas intervenir en Syrie en été, c'est ça son erreur ? C'est très clair. Lorsque vous êtes la première puissance du monde et lorsque vous parlez de ligne rouge, c'est eux qui parlent, c'est pas nous qui parlons de ligne rouge. Et lorsqu'un dictateur utilise pendant 14 fois l'arme chimique, et lorsque vous avez tous ces morts, il ne peut pas continuer dans ce monde, sauf si, ou d'un autre côté, comment est-ce possible qu'on donne 3 jours à Moubarak pour quitter son poste ? Et on donne à Assad, 3 ans déjà, après les premières émeutes à Daraa. Et un nouveau mandat, peut-être. Et un nouveau mandat, et pourquoi pas encore 2 ou peut-être 3. Voilà. Merci beaucoup, Boaz. Restez avec nous, on reparle dans un instant de cette situation en Ukraine. Vous êtes sur i24 News, nous sommes le mardi 8 avril, merci d'être avec nous. Voici les grands titres à la une de l'actualité. Prudent mais optimiste, Washington a fait savoir cette nuit après une nouvelle réunion entre négociateurs israéliens et palestiniens que le fossé existe toujours mais que les parties cherchent à le réduire. Une source palestinienne fait d'ailleurs savoir que Ramallah serait prêt à prolonger les négociations, mais pas à n'importe quel prix. Et puis à noter cette ouverture ce mardi d'un nouveau cycle de négociations sur le nucléaire entre l'Iran et les 6 grandes puissances. La réunion se tient à Vienne et Téhéran souhaite conclure les discussions afin de démarrer à rédiger un accord final sur le programme nucléaire dès le mois prochain. Et puis après une nuit de vives tensions, l'Ukraine reste confrontée ce matin à une menace de sécession de ces zones russophones. Hier, des militants pro-russes, je vous le rappelle, ont proclamé une république souveraine à Donetsk. Cette nuit, Washington a enjoint Poutine de cesser de déstabiliser l'Ukraine et a menacé Moscou de nouvelles sanctions économiques. Allez, on reparle évidemment de ce grand titre à la une de l'actualité. C'est cette Ukraine coupée en deux. Betsabé Salem, l'Ukraine se sent
agressée. Oui, tout à fait. Tout particulièrement d'ailleurs en ce début de semaine, puisque l'Ukraine semble plus que jamais confrontée à une menace donc de sécession de sa partie orientale, donc de ces zones russophones frontalières de la Russie, comme la ville de Donetsk que vous voyez sur la carte, où des activistes, vous l'avez dit, ont proclamé une république souveraine. Alors Kiev, bien sûr, a réagi, Barbara. Le Premier ministre Yatsenyuk a dénoncé un plan russe pour, je cite, démembrer le pays. Et on a réagi, bien sûr, au-delà des frontières aussi. Hier, le département d'État américain a averti la Russie du prix que Moscou devrait payer si cette déstabilisation de l'Ukraine continuait, d'autant que, comme l'a relevé Jen Psaki, que vous voyez à l'image, la porte-parole du département d'État américain, John Kerry a fait remarquer à son homologue russe, Sergei Lavrov, que les manifestations dans l'Est russophone de l'Ukraine ne semblaient pas être une série d'événements spontanés, mais plutôt, je cite, apparaissaient comme une campagne soigneusement orchestrée avec le soutien russe. Alors, point peut-être positif, Barbara, Kerry et Lavrov ont convenu de mettre en place des discussions directes sur le dossier ukrainien, des discussions entre les États-Unis, la Russie, l'Ukraine et l'Union européenne. Dans les 10 jours, on n'a pas encore de date. En attendant, Washington a quand même dépêché un destroyer lance-missile vers la mer Noire. Alors, les pro-russes, on l'a compris, tentent d'annexer l'Est de l'Ukraine. Concrètement, ça se passe comment? C'est une démonstration de force? Alors, ça a commencé dimanche quand la tension s'est tout à coup aggravée. Des manifestants pro-russes se sont emparés de bâtiments officiels dans plusieurs villes de l'Est ukrainien. Ils ont descendu les drapeaux ukrainiens, donc bleu et jaune, pour hisser à la place le blanc, bleu et rouge russe. C'est ce qui s'est passé notamment à Kharkiv, c'est la deuxième plus grande ville du pays, même si la police a réussi à récupérer le bâtiment de l'administration locale. Alors, il n'y a pas eu de blessés, mais il y a eu quand même des humiliations qui ont été relevées, des pro-européens qui ont été contraints à s'agenouiller devant la foule pro-russe. Il n'y a pas de réelle opposition violente. Il n'y a pas eu de violence, ça a été remarqué, parce qu'il y a eu pas mal de violence quand même les semaines qui ont précédé. Là, il n'y a pas eu de violence. Les événements, cela dit, étaient un tout petit peu plus mouvementés à Luhansk, c'est là où les pro-russes ont lancé quand même des pierres et des œufs sur la police. Ça reste quand même mesuré, Barbara, on ne parle pas de cocktail Molotov. La police qui a riposté, elle, avec des gaz lacrymogènes, mais sans succès. Voilà. Alors, vous avez cité plusieurs villes. On parle surtout ce matin de la ville de Donetsk, où une république souveraine a été proclamée. Et quelle est la situation? Alors, à Donetsk, donc, je vous le disais, les pro-russes ont proclamé cette république indépendante. Les manifestants se sont emparés du bâtiment de l'administration, puis du bâtiment des services de sécurité. Quand même, les forces de l'ordre se sont laissées faire. Elles ont regardé la situation empirer, laissant les manifestants barricader les lieux. On écoute Yulia Tymoshenko, l'ex-opposante et la candidate à la présidentielle, à son arrivée sur place. Elle commente. Ces gens peuvent être divisés en deux catégories. Les premiers font partie des forces spéciales de la Fédération de Russie. Les seconds sont des personnes qui ont été employées par les premiers. Et ils se comportent de façon plutôt agressive. Il y a environ 200 personnes dans le bâtiment de l'administration régionale. Parmi eux, il y en a qui sont armés et qui savent se servir de ces armes. C'est très important pour moi de remarquer que cette agression organisée n'a rien à voir avec la vie, les aspirations et les opinions de Donetsk. Alors finalement, la présidence ukrainienne a annoncé hier soir dans un communiqué que la reprise du bâtiment a été faite par les forces loyalistes et sans victimes. Néanmoins, les pro-russes ont décidé d'organiser un référendum carrément sur une souveraineté régionale dans le mois. Et selon un site d'information régionale, ils réclameraient l'entrée dans la Fédération de Russie. En gros, ils veulent suivre le même chemin que la Crimée. Voilà. Exactement. Et le président par intérim, Turchynov, a accusé les séparatistes de travailler avec les services secrets russes pour rejouer le scénario de la Crimée. Le Premier ministre ukrainien a réagi, bien sûr, Yatsenyuk, qui a dénoncé l'omniprésence des troupes russes. On l'écoute. Les troupes russes se trouvent à moins de 30 km de la frontière ukrainienne. Elles ne se sont pas retirées pour le moment. Les nombreuses manifestations qui ont eu lieu il y a un mois ont disparu, mais un groupe radical d'environ 1000 individus aux accents russes bien spécifiques sont restés dans la région. Ils coordonnent leurs activités avec les services spéciaux d'États étrangers pour organiser des émeutes et déstabiliser le pays. Boaz.
Ce que je dis, c'est que le passé et le présent jouent pour les Russes. L'avenir, je ne sais pas, et j'explique. Le passé, les Russes peuvent très bien dire à l'instant tout ce territoire était à nous, très bien. Regardez la Crimée, offerte par Nikita Khrouchtchev, Lénine. Vous savez, les Ukrainiens ont mis du temps à rejoindre la révolution bolchevique. Ah non, ils ne voulaient pas au début, seulement en 1918. Là aussi, offert, si vous voulez, par Lénine, toutes ces villes industrielles très importantes. Au contraire, les Russes voulaient renforcer cette fameuse république nouvelle qu'ils ont absorbée, qui était l'Ukraine. Le présent, bien sûr, vous avez tous ces russophones. On voit bien sûr la foule se dit, nous voulons l'indépendance. Et pourquoi l'indépendance? Pour être fédéré, bien sûr, aux Russes. Donc tout ça, bien sûr, joue pour les Russes et les Russes le savent très bien. La grande question, c'est est-ce que finalement l'Ukraine réellement, ou ces grandes parties, la moitié de l'Ukraine, est perdue déjà pour les Russes, ou est-ce que finalement les Américains vont faire une concession à l'Occident dans lequel, on va vous fédérer un petit peu toute l'Ukraine, mais un minimum, c'est-à-dire vous n'avalez pas tout, mais d'une certaine façon une partie. Et la grande question, et après, avec l'appétit de cet ogre russe que nous revoyons aujourd'hui, vous savez qu'il y a aussi cette grande communauté russe, par exemple, en Estonie, vous savez, cette grande communauté russe en Moldavie. Et bien, qu'est-ce qu'on fait après? Où est-ce qu'on met, et peut-on mettre une ligne rouge aussi à Poutine? C'est ça la question. Alors justement, un mot de la Russie dans cette histoire. Alors la Russie ne comprend pas en fait pourquoi on les accuse de tous les problèmes en Ukraine. Ça, c'est la réaction du ministre des Affaires étrangères. Nous n'y sommes pour rien, ça n'a rien à voir avec Ils ne comprennent pas, la Russie qui en profite quand même au passage pour réaffirmer sa position selon laquelle seule une fédéralisation pourrait assurer les intérêts de toutes les régions du pays, en gros permettant à l'ouest, proche de l'Occident, de se rapprocher donc de l'Europe, et puis à l'est de se rapprocher de Moscou et de satisfaire au passage bien sûr les aspirations impérialistes de Vladimir Poutine. Alors inutile de vous dire que l'option est rejetée vivement par Kiev qui tient à garder l'union. Évidemment, l'union de savoir quel pouvoir a Kiev pour influencer dans cette situation. Alors il faut s'attendre à quoi maintenant? On va avoir de nouvelles violences, ça va s'apaiser, on attend cette fameuse réunion avec John Kerry? Alors concrètement, en mettant à part toutes les supputations qu'on pourrait mettre en place, il ne faut pas oublier qu'une élection présidentielle anticipée est prévue le 25 mai, c'est la date à retenir. Les favoris sont des pro-européens, notamment le favori des sondages, Petro Poroshenko. On retient son nom, qui a estimé que les événements de dimanche visaient à faire annuler ou reporter cette élection de ce dimanche ou de tous ces dimanches, Barbara, puisque c'est systématique. Ces manifestations sont organisées régulièrement toutes les semaines. Voilà, beaucoup d'actualités qui suivra de cette région. Merci beaucoup Boaz, merci Betsabé, à suivre dans le morning cette fois. Alors que s'ouvre aujourd'hui le 3e round de négociations entre l'Iran et les 5+1, et bien une question, est-ce que l'Occident va continuer de fermer les yeux face aux droits de l'homme bafoués dans le pays? On y revient après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning et on parle à présent de cette opération de l'armée israélienne qui se déroule en ce moment même dans la localité d'Itzar en Cisjordanie. Les forces de Tsahal ont détruit ce matin à l'aube, il y a quelques heures à peine, 2 constructions illégales dans cette implantation juive de Cisjordanie. Des affrontements ont ensuite éclaté entre les habitants et les forces de l'ordre. On note que 6 blessés ont été blessés. Bonjour Jacques Neria, consultant à 24 News, ancien officier des renseignements israéliens. Alors, est-ce que le calme est revenu à l'heure actuelle à Itzar? Écoutez, pas encore. La tension règne là-bas, mais en fin de compte, en fin de journée, les choses pourraient s'arranger. Il y a des blessés de 2 côtés. Et malheureusement, c'est une réaction qui est due au fait que dans ces implantations où des extrémistes se vivent, les constructions illégales, c'est devenu quelque chose de coutume. Et ça arrive souvent dans les territoires, Jacques, ce genre d'affrontement entre des habitants juifs et des forces de sécurité israéliennes? Écoutez, pendant ces dernières décennies, très peu d'incidents de ce genre-là. Je dirais qu'aujourd'hui, les tensions sont hautes à cause du fait ou d'une interprétation possible que nous pourrions arriver à un accord avec les Palestiniens, ce qui naturellement agite les extrémistes dans les territoires. Et ce qui fait naturellement qu'ils s'attaquent au premier objet qui représente l'État d'Israël, qui est négociateur avec les Palestiniens, et pour lui faire du mal autant que possible. Oui, c'est un événement, il faut le rappeler, qui intervient après plusieurs jours de tension dans ces territoires, dans les localités juives. Des habitants juifs ont notamment crevé les pneus de plusieurs jeeps d'officiers de Tsahal sur place. Pour vous, c'est intimement lié aux négociations de paix?
Tout à fait. Et surtout, je dirais que les habitants juifs de ces localités, naturellement, accusent Tsahal et l'État d'Israël de ne pas les protéger comme il faut, d'être trop face aux Palestiniens. Donc des tas de choses qui sont là et qui créent une atmosphère, je dirais, de tension et d'hostilité entre l'armée et les habitants sur place. Alors Jacques, quelle est la politique d'Israël dans ces cas-là? Comment et pourquoi Tsahal décide d'intervenir, de détruire une habitation qu'elle juge illégale? Écoutez, les territoires sont toujours considérés comme un territoire occupé selon la loi internationale. Donc, ce qui fait que le seul corps, je dirais, de gestion qui soit acceptable aux yeux du monde entier, c'est une armée et non pas un système civil qui pourrait naturellement être interprété comme une annexation des territoires. C'est pour cela que l'armée, à travers son administration civile, ce qui est appelé administration civile des territoires, agit dans ces régions-là, ce qui fait automatiquement qu'il y a un clash entre l'armée et les habitants juifs. Merci beaucoup Jacques Nerrière d'avoir été avec nous. Je rappelle donc cette information. 6 policiers ont été blessés ce matin lors d'affrontements entre la population juive sur place et les forces de sécurité, alors que les forces de sécurité étaient en train de détruire plusieurs habitations illégales dans cette implantation d'Itzhar. Coup de projecteur à présent sur cette initiative. On est toujours en Israël et l'on parle de 2 villes. L'une est arabe, elle souffre de pauvreté. L'autre est juive, elle est située dans une zone plus prospère. Et une coopération s'est installée entre les 2 localités pour aider au développement de la ville arabe. Regardez ce reportage signé Anthony Lesne. Dabouria, petite ville arabe d'Israël à 15 km de Nazareth. Surendettée, touchée par un chômage au-delà de 12%, cette ville de 10 000 habitants cherche un moyen de se développer et d'accroître ses revenus. Justement, ce matin, autour du maire, siègent 8 autres élus des communes voisines. Certains représentent des localités juives, d'autres arabes chrétiennes et musulmanes. Ensemble, avec l'aide de l'association mixte Sikouï, Chance en hébreu, ils montent sur pied de nouveaux projets capables d'attirer des capitaux. Une concertation peu habituelle dans une région où des tensions peuvent apparaître entre les différentes communautés. La chose qu'on a réussi à faire est d'avoir créé les bases d'une coopération. On l'a fait. Ce n'est pas si simple de faire ça en Israël entre Palestiniens et Juifs. On l'a fait avec cette nouvelle plateforme, avec de nouvelles bases. On peut entreprendre des projets environnementaux, touristiques et industriels. Sikouï a créé une association touristique financée par les 9 communes. Objectif, créer de nouveaux tours mêlant patrimoine juif et arabe, une première en Israël. L'ONG espère attirer ainsi des subventions gouvernementales. Nous travaillons dans l'objectif de présenter un projet singulier au ministère du Tourisme, afin qu'ils comprennent tout le potentiel. On pourra leur montrer qu'il existe un couple qui dispose de produits touristiques et de possibilités financières. Nous allons présenter les étapes de développement, dire que cette association a un avenir et que les autorités peuvent faire partie de ce projet. Autre ambition, la création d'une zone industrielle. Projet compliqué car les communes arabes d'Israël ont difficilement accès à de nouvelles terres. Ils doivent donc s'associer avec des communes juives pour espérer implanter une telle activité. 97% des zones industrielles existent dans des villes juives seulement et les coopérations sont uniquement actives entre des villes juives. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'élargir les possibilités en incluant la participation des villes arabes dans ces zones afin qu'elles bénéficient elles aussi des profits et des taxes. Mais on veut aussi créer des zones de coopération juives et arabes afin que tout le monde en bénéficie et hisse la région vers le haut. Sikouï a déjà obtenu des résultats dans la région de Wadi Ara, près de Haïfa. C'était dans les années 2000, au moment de la deuxième intifada. Après des affrontements sanglants entre juifs et arabes, des villes des 2 bords se sont unies. Elles ont développé avec succès tourisme et industrie. Aussi, cette expérience nourrit l'optimisme des maires de la région d'Emek, Israël. Nous pensons qu'avoir commencé ensemble un processus nous mènera tous ensemble à le réaliser. Nous ferons une bonne coopération qui mènera à une vie solidaire entre juifs et arabes. C'est ça le plus important, plus que l'économie. Et nous sommes le mardi 8 avril. Merci d'être avec nous sur i24 News. Voici les grands titres à la une de l'actualité ce matin. Prudent mais
est optimiste. Washington a fait savoir cette nuit, après une nouvelle réunion entre négociateurs israéliens et palestiniens, que le fossé existe toujours, mais que les parties cherchent à le réduire. Une source palestinienne a d'ailleurs fait savoir que Ramallah serait prêt à prolonger les négociations, mais pas à n'importe quel prix. Puis à noter également cette ouverture ce mardi d'un nouveau cycle de négociations sur le nucléaire entre l'Iran et les 6 grandes puissances. La réunion se tient à Vienne et Téhéran souhaite conclure les discussions afin de démarrer à rédiger un accord final sur son programme nucléaire dès le mois prochain. Et puis après une nuit de vives tensions, l'Ukraine reste confrontée ce matin à une menace de sécession de ses zones russophones. Hier, des militants pro-russes ont proclamé une république souveraine à Donetsk. Cette nuit, Washington a enjoint à Vladimir Poutine de cesser de déstabiliser l'Ukraine et a menacé Moscou de nouvelles sanctions économiques. On vient de l'évoquer, s'ouvre donc aujourd'hui à Vienne un nouveau round de négociations entre l'Iran et les 6 grandes puissances mondiales. Et une question à l'ordre du jour, est-ce que l'Occident va continuer à fermer les yeux sur les droits de l'homme bafoués quotidiennement dans ce pays? Cyril Amar, on fait un état des lieux ce matin. Oui Barbara, on savait que pendant la présidence de l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad, les droits de l'homme avaient été malmenés, mais on se disait qu'avec l'élection du président Hassan Rouhani, le président présenté comme modéré en juin 2013, eh bien, il y aurait un espoir d'une certaine amélioration dans ces droits de l'homme. Eh bien non, force est de constater que non. Et pourtant l'espoir était grand, parce que Rouhani n'avait-il pas été choisi pour mener une coalition de modérés, réformistes et partisans du mouvement vert, souvenez-vous-en, qui en leur temps avaient réussi à mobiliser les Iraniens autour de promesses, des promesses dans le domaine des droits de l'homme. Mais force est de constater que ces promesses sont restées lettres mortes au vu du bien maigre progrès enregistré dans le domaine justement des droits humains au pays d'Emola. Donc un respect bien modéré des droits de l'homme pour Rouhani, en tout cas le bilan à la mi-parcours. Voilà, et Rouhani n'a pas réussi ou n'a pas voulu à freiner, par exemple, le rythme des condamnations à mort dans le pays. Exactement, il suffit pour s'en rendre compte, Barbara, de consulter le dernier rapport annuel d'Amnesty International, daté du 27 mars dernier. Au moins 369 exécutions ont été recensées officiellement en 2013, sans compter les plusieurs centaines d'autres exécutions qui ont été signalées par d'autres sources, celles-ci non officielles. Un chiffre qui est donc en nette augmentation par rapport à 2012, au moment où le président Rouhani n'était pas encore au pouvoir. Il s'élevait seulement, si je puis dire, à 314 le nombre d'exécutions en 2012, et ce qui place donc l'Iran au 2e rang mondial après la Chine, triste record donc, la Chine qui elle procède à elle seule à plus d'exécutions que tous les autres pays réunis, toujours selon les données d'Amnesty International. Pourquoi les chiffres ont augmenté depuis l'arrivée de Rouhani et pour quelles condamnations? On ne sait pas exactement, non, mais on va le voir, il y a aussi beaucoup de condamnations pour délit d'opinion notamment, parce que la justice a la main lourde et punit sévèrement ce genre de délit. La communauté internationale a beau célébrer l'accès aux sites nucléaires iraniens, l'entrée dans les prisons, elle, reste toujours opaque pour la communauté internationale. Et dans ces prisons-là, il y a des centaines de prisonniers d'opinion. Et la justice continue donc d'avoir la main lourde envers les voix qui dérangent, comme celle notamment de la jeune Mariam Shafipour. C'est une jeune iranienne qui a été condamnée en mars à 7 ans de prison ferme, plus 2 ans, tenez-vous bien, d'interdiction d'activité sur Internet pour tout simplement propagande contre le régime et participation à des rassemblements perturbant l'ordre public. Voilà donc pour les chefs d'accusation de cette jeune iranienne. Alors tout ça, c'est évidemment sans rappeler le triste sort, vous vous en souvenez, de ces 2 chefs de file de l'opposition, Mir Hossein Mousavi et Mehdi Karoubi, qui sont toujours assignés, voilà on les voit à l'écran, toujours assignés à résidence depuis février 2011, alors que M. Rouhani avait évoqué leur libération probable pendant sa campagne électorale, donc en juin 2013. Voilà, condamnation à mort, opposition muselée, pas de liberté d'expression, c'est un peu la situation en Iran, mais est-ce que le président Rouhani peut vraiment changer les choses? On sait que les prérogatives appartiennent au guide suprême. Oui, c'est ce qui se murmure, vous avez raison, dans les couloirs des grandes institutions internationales, vous avez sans doute raison, Ali Khamenei est omnipotent, c'est lui qui a décidé de lâcher du lest sur le dossier nucléaire, mais pas sur celui des droits de l'homme. Mais toutefois, Rouhani a quand même des prérogatives en matière de droits de l'homme, comme celle qui lui donne les pleins pouvoirs pour superviser le ministère du renseignement qui est placé sous son autorité directe. Or, vous allez le voir, une récente affaire vient de mettre en évidence les dérives de ce dit ministère. Le jeune homme que vous allez découvrir sur cette image s'appelle Hamid Babaï. Il a 29 ans, c'est un jeune thésard en économie, il étudie en Belgique.
eh bien, de retour de Belgique l'été dernier, donc en août 2013, il a été arrêté en Iran par les services après avoir refusé de coopérer avec le ministère du Renseignement pour récolter des informations sur certains Iraniens vivant en Belgique. Alors, il a été arrêté, il a passé 35 jours en cellule d'isolement, puis condamné, tenez-vous bien, à 6 ans de prison ferme, plus 4 de prison en sursis pour espionnage et relations avec les États ennemis, et tout cela au terme d'un procès express Barbara qui n'a duré que 10 minutes seulement. Voilà, la situation est loin d'être idéale en Iran, on l'a bien compris. La grande question qu'on se pose, c'est de savoir si les grandes puissances vont faire quelque chose. Réunis aujourd'hui à Vienne, est-ce qu'ils vont aborder ces questions avec le ministère des Affaires étrangères, notamment iranien? Il semblerait que non, effectivement, qu'ils ne semblent pas vouloir aborder ce sujet aujourd'hui, un sujet qui fâche. Petit bémol toutefois que je voudrais noter, c'est que le 3 avril dernier, dans un communiqué, le Parlement européen, vous allez voir, a appelé l'Union européenne justement à négocier une stratégie au-delà du dossier nucléaire. L'Union européenne devrait exploiter l'opportunité offerte par les discussions sur le nucléaire et par la situation interne en Iran. Le Parlement européen qui appelle l'Union européenne à être plus active sur la question des droits de l'homme et à soutenir la société civile. Alors on sait, les accords nucléaires ont prouvé que les dirigeants iraniens étaient sensibles à la pression internationale, qu'ils étaient prêts à faire des concessions sur le nucléaire. Il est donc peut-être le temps, Barbara, d'utiliser cette expérience pour faire fléchir l'Iran en matière des droits de l'homme. L'avenir nous dira si les discussions sur le dossier nucléaire serviront de levier à la communauté internationale pour essayer de faire progresser les Iraniens en matière de droits de l'homme. Merci beaucoup, Cyril Amar. Merci à vous. Voilà, et de l'Iran, on se dirige à présent vers le Qatar. L'Émirat tente de redorer son image après avoir essuyé de sévères critiques sur les conditions de travail sur les chantiers du Mondial 2022 qui approche. Doha organise en effet une compétition de football, mais la main-d'œuvre, elle, vous allez le voir, est exclusivement étrangère. Les matchs se déroulent chaque vendredi sur les stades de Doha, devant une foule de supporters. Les joueurs, majoritairement des migrants, ces ouvriers qui construisent les infrastructures pour la Coupe du Monde organisée dans le pays en 2022, un véritable divertissement sur le terrain comme sur les bancs. On rencontre de nouvelles personnes, on apprend les uns les autres. Par exemple, dans notre équipe, il y a plusieurs nationalités. Des Indiens, des Népalais, des Ghanéens, des Kenyans. Ne serait-ce que cette interaction, c'est déjà une bonne expérience. La deuxième édition de la Coupe des travailleurs a été lancée le 21 mars sur les stades de Doha. Il permet au Qatar de répondre aux critiques sur les conditions des migrants. Des conditions telles qu'en 2 ans, plusieurs centaines de travailleurs népalais ont péri sur les chantiers des infrastructures. Un bilan démenti par Doha. Nous faisons attention à la main-d'œuvre et aux ouvriers parce que ce sont eux qui vont construire les stades et les infrastructures. Nous voulons aussi adresser un message à tous ceux qui sont en dehors du Qatar à travers la main-d'œuvre et les ouvriers. Nous sommes heureux et nous aimons le Qatar. À en croire leur enthousiasme, ils aiment en tout cas le tournoi. Ils pourront en profiter jusqu'à la finale le 25 avril, lors de laquelle le gagnant du titre remportera 18 000 riyals, soit près de 5 000 $. Voilà pour ce mondial de football au Qatar. On aura très certainement l'occasion d'en reparler. À suivre dans le morning, on parlera de cinéma et le festival du film israélien à Paris qui ferme ses portes aujourd'hui. L'occasion pour nous de revenir sur l'affiche, les longs métrages qui ont été présentés dans la capitale française cette semaine. Toutes les images et les explications après un nouveau journal. Question à présent, qu'est-ce qui agite le web ce matin? Réponse tout de suite dans la revue du web. Rudy, ce qui agite le web ce matin avant tout, c'est la situation en Ukraine. Et oui, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, autant de villes ukrainiennes dans lesquelles certains bâtiments publics et administrations locales ont été prises d'assaut et occupés par des manifestants pro-russes, parfois armés. Ils réclament le même type de référendum qui a eu lieu en Crimée le 16 mars dernier. On voit cette photo d'internaute du bâtiment du gouvernement régional en flammes. Ça, c'était hier soir. Alors, la coordination de ces actions ne laisse que très peu
peu de doute sur ce qui est vraiment en train de se passer pour Jacques Omnin. Il ne s'agit plus de manifestation, mais d'une prise de pouvoir par les pro-russes et dans tout l'est de l'Ukraine. Même idée exprimée dès dimanche par le tweetos Piotr Smolar. Selon lui, les actions du jour à Kharkiv, Luhansk et Donetsk sont si semblables qu'elles impliquent un plan. Une nouvelle phase dangereuse est en train de s'ouvrir. Et pour le compte ukrainien en Europe, ces manifestants sont finalement des acteurs payés par le Kremlin et ils disparaîtront avec ou sans le soutien de la Russie. Et puis, on a souvent parlé d'une guerre, des discours sur Internet ou cette crise ukrainienne. Et l'enjeu de cette crise est effectivement beaucoup de communication. Et bien, regardez, c'est intéressant de voir le compte de la radio officielle, la voix de la Russie, changement de vocabulaire directement. L'info du jour, on va la voir. Elle est ainsi relayée. La République populaire de Donetsk veut un référendum sur l'adhésion de la Russie au plus tard le 11 mai. On voit que le vocabulaire n'est absolument pas le même. Alors Kiev, en tout cas, accuse Moscou d'annexer la partie orientale de l'Ukraine et parle de démantèlement de l'Ukraine, en tout cas sa deuxième phase. Est-ce que les internautes sont d'accord avec ça? Ils penchent de quel côté de la balance? En tout cas, ce sentiment de deuxième phase est partagé par tous dans ce conflit. Après la Crimée, vous voulez dire? Oui, après la Crimée. Shana Shankar, pour elle, ces déclarations unilatérales d'indépendance, ce sont les semences d'une guerre à venir. On part maintenant à Washington, on parle d'autre chose. C'était ça qu'on avait à dire ce matin sur l'Ukraine. C'est un scandale autour de Samsung, un sportif américain, et Barack Obama et un selfie. Alors on va refaire un petit peu d'histoire. Vous vous souvenez de ce selfie historique des Oscars, 3,5 millions de tweets, qui s'était avéré être au final une publicité déguisée pour le dernier smartphone de la marque coréenne. Eh bien, la polémique nous vient maintenant de Washington, où la marque a récidivé à l'insu du plein gré du président américain lui-même, Barack Obama. Explication, nous sommes lors d'une visite de l'équipe de baseball de Boston. C'était la semaine dernière. Une des stars de l'équipe, David Ortiz, fait un selfie avec Barack Obama. Jusque-là, tout va bien, sauf que David Ortiz vient de signer un contrat avec Samsung. Et après que la photo ait été partagée plus de 40 000 fois sur Twitter, Samsung s'est félicité que la photo ait été prise par un de leurs appareils. Il s'agissait donc, Barbara, d'une pub totalement déguisée. Parce qu'on le voit en fait, dans la vidéo, on voit le joueur, le sportif sortir son téléphone, on voit très bien que c'était un Samsung. Tout ça avait l'air un petit peu improvisé, mais en fait, ça l'était pas. Absolument, et la Maison-Blanche a réagi. Elle s'est même fâchée tout rouge. Elle a demandé à ses avocats de réagir. Et l'un des porte-parole de la Maison-Blanche a dit son mécontentement à la presse, mais plus grave encore, il a déclaré, écoutez-moi bien, que cela signifiait peut-être la fin de tous les selfies à la Maison-Blanche, la fin d'une époque et donc de l'innocence sur triste. Internet. Barack Obama ne se refera plus piéger, c'est ça en fait qu'ils nous disent. Bon. C'est comme ça. On parle maintenant d'une innovation, je dis, dans le monde de l'émoticône. Oui, alors l'émoticône, on les connaît, on les utilise tous les jours, ces émoticônes. Regardez ma camarade Virginie Khalifa qui incarne avec brio le smiley. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un souci dans ce smiley ? Je vois pas, non. Non, alors, il y a un manque de diversité. En effet, merci Virginie, c'est bon, merci beaucoup. Vous pouvez rester comme ça, si vous voulez. Je vais faire ma chronique comme ça, d'ailleurs. Très bien. Après Dark Vador. Très bien. Alors, il existe en fait des centaines de smileys différents sur Internet, mais ils font tous référence au visage occidental et jamais au visage africain ou asiatique. D'ailleurs, une pétition avait été signée par plus de 4000 personnes sur le site dosomething.org pour dénoncer le fait que parmi plus de 800 émoticônes, les seuls qui ressemblent à des personnes de couleur sont un homme au trait vaguement asiatique et un homme portant un turban. C'est le site Big Brother qui nous rappelle ça. La solution donc est arrivée par une start-up basée, enfin en tout cas une partie de la solution, une start-up basée à l'île Maurice qui a lancé une série de smileys afro baptisés Oju, ce qui veut dire visage en langue Yoruba du Nigeria. Alors vous pouvez les télécharger dès maintenant sur Google Play et selon l'entreprise, c'est ce qui est écrit sur leur site, notre révolution est en marche et cela va libérer les Africains de l'exclusion digitale. Ça marche. En même temps, j'ai pas vu beaucoup d'occidentaux jaunes. Oui, mais les références du visage. Les traits, quoi. Voilà, les traits font référence. Il n'y a pas de nez, il n'y a rien. Voilà, donc vous avez cette collection que vous pouvez télécharger et utiliser dès maintenant. C'est noté. Et on termine, vous me l'avez promis, avec
Un moment 100% mignon. Ah, même 200% mignon. J'ai du mignon en barre ce matin avec ce combat de judo qui fait le buzz depuis ce week-end sur le net. Je ne m'en lasse pas, donc je vais vous le faire partager. Ça se passe au club de judo Jushiko Rokan à Madrid. Elles sont et voilà, et ça montre tout simplement le premier combat officiel de 2 petites filles. Elles ont à peine 2 ans. Alors tout y est Osotogari, Ippon, et surtout vous allez voir à chaque fois qu'elles tombent, elles se relèvent et elles font le salut de la tête, salut de rigueur, voilà, dans le monde du judo. Voilà, alors cette vidéo a été partagée des centaines de milliers de fois. C'est des professionnels. Et à juste titre. Donc, Ça se passe où, Rudy? Ça se passe à Madrid, dans un club. Mais elles se font pas trop mal quand même, j'espère. Non, les pas du petites. tout. C'est complètement dans. Elles sont ceinture jaune. Ceinture jaune. Oui, oui. Je crois que c'est jaune. Et elles sont complètement dans le respect des règles du judo. Et voilà, elles le font très très bien, en respectant les règles. Elles sont juste minuscules, quoi, elles les sont deux petites. minuscules. Et donc le fameux salut. La vidéo dure 2 minutes 30, mais en 2 minutes 30, vous ne vous en lassez pas. Vous n'arrivez pas à décrocher de cette vidéo. Mais les enfants, c'est mignon, mais pas que. C'est l'histoire d'un père américain qui, chaque samedi, garde sa petite fille de 4 ans alors que sa grande sœur prend son cours de danse. Il a compilé sur son compte Vine 3 mois de réveil en fanfare tous les samedis matins. Cela donne une vidéo hilarante, 1,3 million de vues. On regarde. Il en peut plus, hein, il a l'air au bout du rouleau. Il y a du vécu, mais en tout cas, le père le dit, il a dit j'ai rajouté un air blasé pour rendre exprès, le évidemment. résultat. Sa fille ne l'ennuie pas du tout, mais en tout cas, évidemment. si vous êtes parent, je suis sûr que cette vidéo vous a rappelé quelque chose. Alors on s'est tous reconnus là-dedans, merci beaucoup. Rudy, restez avec nous. Une histoire hors du commun. À présent, il est obstiné, il est passionné et il a décidé de se lancer dans la confection du oud. Alors si ça se passait n'importe où, ce serait une histoire banale, mais vous allez le voir, ça se passe à Gaza. Ça complique la donne, luthier, envers et contre tout. C'est le sujet d'Avri Rosenzvi avec Sandy Fortis. Le oud est un instrument essentiel dans tout groupe de musique traditionnelle arabe. À Gaza, en raison du conflit qui oppose le gouvernement du Hamas et Israël et l'Égypte, cet instrument de musique est une denrée rare, un problème majeur pour les musiciens locaux. Atwa Abou Hamad a décidé de prendre les choses en main, malgré son manque total d'expérience en la matière. J'adore le son du oud, alors un jour je me suis dit que je pourrais en faire un. Mon entourage m'a dit que ce serait compliqué, mais j'ai acheté du bois. Et comme j'ai un ami qui possède une menuiserie, les conditions étaient optimales pour y arriver. Atwa Abou Hamad a appris la technique sur Internet et s'est mis au travail. Un travail délicat et très précis que le tout nouveau fabricant de oud a eu du mal à maîtriser. J'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais ça n'a pas marché. Mais quand on échoue, on apprend de nos erreurs. Et le oud est comme une équation mathématique, précise au millimètre près. Alors à la moindre erreur de millimètre, le oud est bon à jeter. Jusqu'ici, il a fabriqué une vingtaine d'instruments qu'il a vendus pour la petite somme de $400. La qualité de ces ouds n'est toutefois pas parfaite. Atwa Abou Hamad devant faire avec les matières premières à sa disposition. Le bois joue un rôle très important. N'ayant pas le bois adéquat comme le noyer ou le sésame, nous avons dû faire avec ce que nous avons, comme l'érable, l'acajou, le hêtre ou le séquoia. Ça donne un son assez bon, mais ce n'est pas celui que nous voulions. Si nous avions du beau bois importé, on pourrait produire un son incroyable. Même imparfaits, ces instruments font l'affaire pour le moment. Au moins, les Gazaouis n'ont pas besoin de ressources extérieures pour apporter un peu de musique dans leur vie.
Et on parle cinéma à présent. Le festival du film israélien clôt ses portes aujourd'hui à Paris. Virginie, on en parle avec vous ce matin. Voilà, on en parle avec moi. Et oui, pour sa 14e édition, Barbara, le cinéma israélien s'invite à Paris pendant une semaine. Et s'achèvera donc ce soir. Alors, au programme, 33 longs métrages et documentaires sont venus appuyer ce que le public français savait déjà. La production israélienne, eh bien, qu'elle soit issue d'un petit pays de 7 millions d'habitants, est très efficace. Elle séduit de plus en plus le monde entier. Alors, des séries aux films, en passant par les émissions de divertissement, on suit ces créations israéliennes de très près. Alors, je vous propose tout de suite, peut-être, de découvrir la bande-annonce de ce festival. Tout n'est qu'une mémoire. D'une mémoire. D'une mémoire. Alors voilà, parmi les longs métrages montrés lors de ce festival, la moitié sont des coproductions franco-israéliennes. La France est amatrice de cinéma, d'art et d'essai, on le sait, et c'est depuis des années que l'on peut constater qu'en fait le pays suit vraiment l'industrie cinématographique israélienne, et elle le fait d'autant plus volontiers que le niveau de la production, que ce soit en qualité mais aussi en quantité, est assuré par une quinzaine d'écoles de cinéma, ce qui n'est pas rien pour un tout petit pays comme Israël. C'est vrai. Alors on parle de la sélection, 33 films, hein, vous avez dit. 33 films, et on a eu le droit à quelques inédits. Alors nous, en Israël, on a pu les voir, comme par exemple Kidon d'Emmanuel Nakash, que les Israéliens ont eu la chance de découvrir un peu plus tôt. Ce film a été coproduit par Manuel Moons, à l'origine de La Vérité si je mens 3. C'est ce film qui a fait l'ouverture de ce festival. Alors, histoire de faux et mystérieux agents du Mossad pendant l'assassinat de Dubaï, avec des têtes d'affiche comme Tomer Sisley, Kev Adams ou encore Bar Rafaeli. Regardez tout de suite la bande-annonce. The victim was a 50-year-old Palestinian man by the name of Mahmoud El-Mabkhou. מומחים מסכימים שאפשר לזהות את טביעת היד המיוחדת של המוסד, ובעיקר את כידון. מה זה כידון? כידון זה מחלקת החיסול שלנו. זה לא אנחנו. אף אחד פה לא מכיר את הליצנים האלה. דניאל לוי, בן 38, יליד צרפת, מקצוע זייפן. זה fait, on enchaîne. אנטואן סימון, מכונה פייסבוק. Comme une face. Et un bouc. עינב שוורץ, סטודנטית בת 25. Alors voilà, et d'autres films ont été projetés en avant-première, comme le policier Big Bad Wolf d'Aharon Kecheils, entre le thriller et la comédie, un film qui avait déjà fait beaucoup de bruit, et bien grâce à Quentin Tarantino, qui l'avait qualifié de meilleur film de l'année. Alors son buzz était déjà assuré, on voit quelques images de ce film à l'écran, mais l'autre film que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, dans la même lancée, eh bien c'est Le Congrès d'Harry Folman. On avait déjà parlé, notamment dans le magazine Culture, Star International, un film qui avait aussi fait l'ouverture des quinzaines des réalisateurs l'année dernière à Cannes, un film fantastique que je vous propose tout de suite de découvrir. A movie queen at 24. All the big studios came crawling, and you slammed all the open doors, crushed all the dreams. Aaron needs me at home. But Aaron is just an excuse. And now what? What are they offering? We want to scan you. All of you, your body, your face, your emotions, your laughter. Est-ce qu'il y a un point commun, Virginie, entre tous ces films présents à Paris ? Évidemment, on parle de festival de films israéliens. Alors c'est vrai que la plupart des films sont inspirés par le conflit israélo-palestinien. Alors c'est ce qui vend le plus, et puis on le sait, le Mossad a toujours été très intéressant pour les films et pour les séries. Alors ce conflit engendre des situations dramatiques un peu partout, on le revoit un peu partout, même dans les histoires d'amour, comme par exemple pour le film The Bubble d'Ethan Fox. La guerre est toujours un sujet croustillant pour les scénaristes israéliens qui se montrent souvent critiques envers leur pays. L'opposition des communautés, les souvenirs de combat et la notion de raison d'État ont déjà fourni quelques beaux succès au cinéma. Prenons l'exemple des films Les Citronniers d'Eran Riklis, Valse avec Bachir d'Harry Folman, ou encore La Visite de la fanfare d'Eran Kolerin. Voilà, donc le cinéma israélien s'ouvre à d'autres thématiques. Complètement, et justement on ne reste pas uniquement dans le conflit et dans la guerre. Aujourd'hui on a aussi les problèmes de religion, qui n'est pas encore un sujet très clair en France. Il y a beaucoup de confusion et de préjugés. Du coup la
la religion apporte eh bien, de belles fictions israéliennes. En 2013, on a eu le droit Le cœur a ses raisons et beaucoup d'autres par la suite. Et aujourd'hui, on a le droit aux comédies, c'est ce qui fait plaisir. Voilà pour le cinéma israélien, on continuera évidemment d'en parler. Et on termine en musique, vous nous parliez hier d'un clip qui s'appelle Poland. Exactement, alors j'ai pas voulu vous en parler hier parce que c'est une artiste très discrète et qui préfère qu'on parle de sa musique plutôt que d'elle, mais du coup c'était mon coup de cœur de la semaine et aujourd'hui eh bien, je vous dévoile qui est cette personne. Vous avez déjà peut-être entendu cette voix envoûtante, elle est israélienne, son nom c'est Avigail Atara Kohaveri, elle est accompagnée de 5 hommes qui sont devenus eh bien, sa famille, elle a grandi à Jérusalem dans un foyer très religieux, à l'âge de 20 ans elle se rend à Tel Aviv. On la connaît, merci beaucoup Virginie, merci Rudy. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été avec nous, bonne journée, portez-vous bien.